Bonjour tout le monde, bonne heure du lunch. On est vraiment excités d'être avec vous aujourd'hui. Bienvenue à notre webinaire. Ça va être un webinaire un peu spécial aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez voir, on est un peu dans une formule un peu différente. On n'est pas devant nos écrans. On est dans un super studio. On est chez Dupuis Images. On est en direct aujourd'hui. C'est très excitant pour nous. Je ne sais pas vous, les gars, mais moi, je suis vraiment excitée. Êtes-vous excités comme moi? Non, il n'y a pas de question. Il faut que tu attendes que les gens rentrent, par exemple. On est trop tôt. Oui, non, je sais. Donc, je fais juste du petit blabla en attendant que les gens rentrent, en effet. Mais donc, aujourd'hui, on peut quand même un peu expliquer ce qu'on va vouloir faire aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est justement un webinaire pour parler du futur du travail, plus précisément tout ce qui est intelligence artificielle qui est centré et axé sur l'humain. Donc, entre autres, on va pouvoir couvrir des sujets comme justement l'approche humaine, la gestion du changement quand on veut déployer de l'intelligence artificielle. Aussi, je sais que vous allez pouvoir parler, les gars, de tout ce qui est des bonnes pratiques à suivre, les différentes feuilles de route, les choses à faire et à ne surtout pas faire aussi quand on veut déployer de l'IA. Et aussi, je sais qu'on va pouvoir vous expliquer qu'est-ce qu'on veut dire exactement par boire notre propre champagne chez Livio. Puis ça, c'est vraiment ta quote préférée, Antoine. Tu l'as dit à chaque fois qu'on fait un workshop. C'est mon trademark. Oui, c'est son trademark. C'est enregistré. À chaque workshop, le client, finit par dire ça. Donc, on va vous expliquer qu'est-ce qu'on veut dire par là. Donc là, je vois vraiment quand même beaucoup de gens rentrer. Donc, j'ai une grosse écran devant moi. Pendant qu'on laisse les dernières personnes arriver pour nous rejoindre, un peu vous expliquer le déroulement de ce webinaire-là. Donc, le but, ça va être d'avoir vraiment une discussion ouverte sur les différents sujets que je viens de nommer. Ça va durer environ 30 minutes. Et par la suite, au fur et à mesure qu'on avance, bien, vous avez accès à une section qui devrait être en haut à droite, donc la section du chat. Ça, c'est une section où vous pouvez poser vos questions. Et on vous encourage fortement à poser vos questions parce que tout de suite après la discussion de 30 minutes, on va avoir une période où on va répondre à ces questions-là. Donc, même dès maintenant, si vous avez déjà une question en tête sur l'intelligence artificielle, les bonnes pratiques, le déploiement, quoi que ce soit, n'hésitez pas à tout de suite l'inscrire. Puis nous, bien, premier arrivé, premier servi, là, pendant notre période de 15 minutes, on va pouvoir y répondre. Quelque chose que vous vouliez ajouter, les gars, avant qu'on commence? Ben moi, je suis content que Antoine est sorti boire son propre champagne parce qu'on était écœurés de manger notre propre bouffe à chien. Eating our own dog food, là, ça, c'était vraiment là, épouvantable. Fait qu'Antoine a une version beaucoup plus moderne. Fait que si les gens voulaient retenir une affaire, boire son propre champagne, c'est tellement mieux. C'est mieux que manger de la bouffe à chien. Ouais, c'est de là que ça vient, c'est pas compliqué. Donc, on a quand même un bon nombre de personnes qui sont déjà avec nous. Donc, je pense qu'on pourrait commencer. Je propose qu'on commence par s'introduire, n'est-ce pas? Si vous permettez, les dames d'abord, puisque j'ai la parole de toute façon déjà. Donc, moi, c'est Valérie Deslauriers. Je chapeaute la pratique Salesforce Marketing Data AI chez Livio. Et mon rôle a un peu évolué dernièrement parce que, de par le fait que j'ai livré des projets Data AI, je me suis vraiment développé une expertise beaucoup sur la gestion du changement axée sur l'humain, l'importance de l'humain au sein de cette gestion du changement-là. C'est définitivement un sujet qu'on va couvrir aujourd'hui. Antoine, veux-tu te présenter? Oui, merci Val. Moi, je suis chef de l'innovation chez Livio. Ça fait maintenant 3 ans que je suis chez Livio. J'ai cumulé environ une quinzaine d'années dans la gestion de produits qui m'a amené à faire de l'innovation parce qu'on teste et on casse tout. C'est un peu ce qui m'a poussé, que ce soit dans les startups ou les très grandes entreprises, à tester tout ce qui était les dernières technologies. Puis récemment, avec l'intelligence artificielle, on ne manque pas de travail. Non, on n'en manque pas. Merci Antoine, on boit beaucoup de champagne. Ça va du tout. On travaille tellement. Hein? C'est la bonne nouvelle dans toute l'histoire. Fait que, merci Antoine de la courte présentation. Ben, moi, c'est Marc-Antoine Pinard, chef de la technologie chez Livio, plus récemment Head of AI. Fait que j'ai la chance de travailler avec vous deux, ou vous avez la chance de me subir, c'est selon. Je pense qu'on est là pour casser des choses, puis je crois que l'AI est l'endroit où est-ce que les gens ont le plus à essayer, plutôt que d'essayer de faire parfait. Quand on parle d'AI, on a tendance à rendre ça trop complexe. Fait que c'est vraiment intéressant d'être là aujourd'hui avec vous deux, puis d'avoir la chance d'en parler à quand même un nombre impressionnant de personnes. Moi, je trouve que ton rôle, là, CTO, là, te va très bien, mais le T, c'est plus Chief Troublemaker Officer. Oui. D'accord. Oui, absolument. Mais d'ailleurs, je voudrais kicker off la discussion avec un post, Marc, que tu as fait la semaine passée. C'était, si je ne me trompe pas, c'était un article de Fortune
Oui, c'était Fortune puis MIT qui ont fait un article, effectivement. Écoute, le titre de l'article, moi, honnêtement, ça m'a surpris. Là. Ça disait 95% des projets en IA en 2025 sont un échec. Ouais. C'est quand même intense, là. C'est élevé, 95%. Là. Moi, ça m'a vraiment surpris. Ben, en fait, oui, c'est surprenant, mais moi, j'aime mieux le prendre à l'envers. Il y a 5% des entreprises qui ont réussi avec de l'IA. Donc, ça veut dire qu'il y a de la place en masse pour faire des essais, puis il faut le faire de façon intelligente. Pourquoi les entreprises se sont un peu rivé le nez avec l'IA, c'est que tout le monde est parti, puis il y a une autre expression, on est dans les expressions aujourd'hui. Il y a une autre expression qui s'appelle « boil the ocean ». Tu sais, faire bouillir, au lieu de faire bouillir le plat avec un peu d'eau dedans, tu veux faire bouillir la mer au complet. Les gens sont partis avec des ambitions démesurées. Puis des cas, il y en a, c'est légion. Le Fortune 1000, tout le monde a pitché des sommes incroyables d'argent quand on était au premier balbutiement de ce qu'on va dire la phase moderne de l'IA. Parce que les gens oublient que dans d'autres industries, l'IA, ça existe depuis très longtemps. Dans le domaine militaire, dans le domaine de l'aérospatial, dans le domaine de l'entertainment, l'IA est là depuis 2000. Là, le monde corporatif arrive puis ils se disent « OK, on va tout changer ». C'est pas là que l'IA va réussir. L'IA réussit à combler les gaps dans les petites choses qui rendent la vie misérable aux gens qui travaillent. Si on commence par les petites choses, on peut après ça les scaler à grande échelle. Quand on essaye de commencer par les grosses affaires puis de sauver le sort du monde, c'est là généralement qu'il y a un échec. Fait que cet article-là fait juste dépeindre plusieurs des cas où il y a eu un manque à gagner flagrant qui a malheureusement eu un impact financier soutenu. Parce que quand on commence là-dedans, il ne faut pas croire que de l'IA, ça se fait à 10, 15, 25 000 $. Oui, dans une très petite entreprise. Mais quand une banque ou une compagnie d'assurance ou un grand commerçant décide de se lancer dans l'IA, il faut être réaliste à coût de millions. Mais il y a une différence entre 1 ou 2 millions et 10 et 15. Fait que c'est un petit peu comme ça qu'on en est arrivé à l'expression, en fait, à renommer l'expression du dog food pour l'échanger avec celle du champagne. Parce que Mané, il faut commencer par soi-même. Il faut se regarder et dire par où on va partir. Donc, Antoine, c'est toi qui ramasse. T'as vraiment là, t'es rendu au moment charnière où il faut que t'expliques de quoi il est question. Puis je vais faire un parallèle avec l'article que tu viens de mentionner, en fait, parce que moi, ça me rappelle un moment clé de ma carrière où tout le monde s'est garoché, je m'excuse de l'expression, sur les applications mobiles. Tu sais, quand Apple est arrivé avec son App Store, tout le monde a commencé à faire des applications mobiles. On connaît à nos portes en consultation pour faire des applications à 5-10 millions, mais personne ne savait pourquoi. Mais c'était payant, par exemple. C'était super payant. C'était bien le fun. Mais personne ne savait pourquoi. Puis on s'est ramassé dans le paradigme où les gens, il y avait des applications, là, on avait des centaines d'applications sur nos téléphones, puis ça servait tout à rien. Puis là, on a encore toutes une centaine d'applications qui servent à rien, mais sont toutes dans un coin. Oui, toutes stackées par-dessus dans le même folder. Oui, c'est ça, dans le folder, exact. On est arrivé à l'étape à un moment donné où on focusait sur le vrai problème. Chaque compagnie, fait qu'il y a eu on a retracé le portrait au complet. Là, on est à cette étape-là. On est à cette croisée des chemins-là avec l'IA où on doit refaire le portrait autour des vraies problématiques puis de la valeur. Ce qu'on appelle en anglais le outcome. On ne sera pas focusé sur le résultat, on va être focusé sur le outcome. Puis ce qui m'a apporté à boire mon propre champagne et Levio à boire son propre champagne, c'est que dans nombreux cas, en fait, les compagnies ont sorti le chéquier puis ont essayé de bouillir l'océan à ton point, sans nécessairement régler des problématiques. Fait que pour être capable d'y arriver, que ce soit, puis on ne rentrera pas dans le jargon technique trop aujourd'hui, mais que ce soit avec des MCP ou des RAG ou déployer des multi-agents en agentic, la meilleure manière de se rendre ça, de se rendre à cette étape-là, puis de manière très empathique, c'est de se mettre les pieds dans les souliers de nos clients. Puis ça, c'est la première chose que j'ai demandé à nos équipes de faire, c'est exactement ça. Mettez-vous les pieds dans les souliers de vos clients, utilisez ces modèles-là pour améliorer nos propres processus, puis Dieu sait, il n'y a personne de parfait. Hein, non, puis spécialement pas les firmes de consultation. Que je parle de nos comptes de dépenses, peu importe, on n'est pas obligé de mettre le doigt sur un problème, mais mettons qu'on en choisit un, c'est bon de le faire par nous-mêmes pour être capable de raméliorer le processus puis de faire quelque chose qui est encore plus solide. Ça fait que arriver au marché, le déployer, que ce soit la gestion de la donnée ou la gouvernance des modèles ou l'entraînement, la réduction des biais, on l'a fait dans une échelle qui était la nôtre, dans notre contexte, puis maintenant, c'est facile d'avoir ce langage-là dans le contexte du client. Oui, puis à quelque part, ça nous a forcé aussi à ne pas prendre les aspirations
puis j'en fais partie, là, en fait, de là ton point sur le trouble. Là, mes idées sont bien intéressantes, mais quand tu parles à la masse, c'est là que tu figures les vrais problèmes. En fait, il faut commencer dans les choses qui créent de la friction au niveau de l'exécution du travail. Puis là, bon, je vais vous faire un drôle de parallèle parce qu'après ça, on va parler de ce qu'on a fait, puis on va parler des humains dans le process, j'en suis certain. Là. Pas qu'on discute souvent ensemble de ce genre d'affaires-là, mais bon, jamais. Non, Jamais. soir, week-end illimité. La réalité, c'est que c'est des entreprises qui ont réussi, de par l'article, mais je pense que le meilleur exemple est celui de Chipotle aux États-Unis. T'sais, on parle quand même d'une chaîne de fast-food, là, puis ils ont rentré de l'intelligence artificielle, ils ont rentré du advanced robotic, ils ont poussé l'enveloppe parce qu'il y avait un vrai problème. Puis là, tout le monde va partir à rire. Je vous avertis tout de suite. Le problème chez Chipotle, c'était que personne ne voulait faire de guacamole. Quoi? La première raison pourquoi les gens ne poursuivaient pas leur job chez Chipotle, c'est qu'ils se faisaient assigner à faire de la guac. Ça ne leur tentait pas de faire de la guacamole. Guac was the problem. Et la réalité, c'est que la gang chez Chipotle se sont mis à réfléchir et disaient, si on règle ça, on va régler notre problème de rétention. Drôle de parallèle, là, mais ça reste de la préparation culinaire. Et ils ont développé Chippy, qui se trouve à être un robot qui fait la guacamole imparfaite. Et donc, d'un restaurant à l'autre, il ne suit pas la même recette. Fait que l'IA est là pour ne pas suivre la recette. Mais la qualité de la guacamole est maintenant standardisée avec des variations d'un restaurant à l'autre, te laissant croire que c'est pas tout le temps la même personne qui fait la même affaire. Et ça a réglé un problème de rétention parce que les employés ne voulaient pas faire cette tâche-là. Et donc, l'IA est venue régler une petite tâche, mais qui cassait tout le modèle opérationnel. Moi, je serais curieux de poser la question à Chipotle demain matin, là, au board là, ou à l'exécutif. Là. Est-ce que la problématique de rétention était la propre problématique à adresser avec l'IA quand vous avez pensé à utiliser l'IA dans le business? Je suis persuadé qu'ils diraient non. Sûrement que Absolument non. pas. Eh non, C'est sûr que ça. Non, eux autres devaient penser à l'automatisation des flux de trésorerie, ils devaient penser après Exact. ça au supply chain, l'achat de produits. Ils pensaient comme des C-level, parce que c'était des C-level, puis ils pensaient... je regarde, non, mais ils pensaient avec leur perspective de management, puis probablement qu'en général, tu sais, les 95% qui échouent, là, fort probablement que l'approche, justement, d'adoption par la suite, ça va être une approche qui est plus classique, puis qui est plus, comme on dit, top-down. Tu sais, La moi, quête du ROI, tu sais, ton retour sur C'est l'investissement, tout le monde ne pledge que par ça. Puis avec l'IA, puis on ferme la porte parce qu'on n'aura pas le temps de parler de ça aujourd'hui, ça va être pour une prochaine fois. La réalité, c'est que ton OKR, tes objectifs puis tes résultats clés, c'est ça après quoi tu cours, puis tu l'as dit tantôt. Si tu vas là, tu vas réussir. Si tu fais juste regarder des revenus puis des éléments financiers, t'es pas capable, l'adéquation se fait pas. Puis peut-être mettre la table justement sur le top-down ou le bottom-up, en fait. Oui, là, mais c'est ça, exact. C'est là où je m'en allais. C'est une de nos sources secrètes, c'est exactement ça. Que ce soit au OKR ou pas, mais tu sais, d'un point de vue stratégique, être capable de mettre la table sur la stratégie, mais de l'attacher avec la problématique, c'est là où il y en a juste 5% qui ont réussi. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, justement, tu sais, je viens des CRM. Tu sais, mon expertise, c'est Salesforce. Bon, donc, quand on implémente un CRM ou un ERP ou n'importe quel de ces systèmes-là, tu sais, l'approche qui va venir avec, qui est vraiment top-down, fonctionne très bien. Tu sais, c'est une approche de gestion de changement un peu plus classique, justement, où on va prendre la décision vers le haut, puis on va pousser l'adoption vers le bas en utilisant multiples façons, des plans de communication, des plans de formation. Tout ça fonctionne très bien. Mais quand on parle d'IA, c'est fondamentalement différent. Tu sais, l'IA, ça ne va pas être un add-on on top of your tech stack. Là. Ça va être complètement quelque chose qui va modifier la manière de travailler au complet. Puis ça, faut en tenir compte aussi. Mais ça, c'est quelque chose que je veux un peu plus développer plus tard, mais pour revenir au top-down, tu sais, donc quand tu veux implémenter de l'IA, tu dois quand même garder le top-down parce que tu dois garder justement la vision du management, le pourquoi, la raison, puis aussi véhiculer le message que le but d'ajouter de l'implémenter de l'IA dans l'organisation, c'est pas de remplacer les personnes non plus. Parce que ça, c'est une des plus grandes peurs aussi, des gens qui vont subir ça. C'est pas de les remplacer, c'est de les empowerer. Puis là, je dis je parle en franglais, là, empowerer. Si vous avez un autre mot pour empowerer en français, dites-le-moi. Là. 15 ans que je l'utilise, j'ai jamais été capable de trouver mieux que empowered. Non, c'est ça. Donner le pouvoir d'agir, mettons, disons ça comme ça. Mais donc, ça, véhiculer ce message-là, c'est super important. Mais le bottom-up doit être mergé avec ça. Il doit y avoir les deux absolument. Puis c'est justement de tout de suite impliquer
les end-users, les employés, les gens qui vont être impliqués là-dedans puis qui vont subir l'IA, mais ils doivent pouvoir participer à décider c'est quoi le use case. Un peu comme ton affaire de Chippy, là. Ça venait d'eux, clairement. Là. Ah oui, mais en fait, c'est que tu dépends d'où tu déploies. Il faut voir que toutes les strates de l'organisation, il y a des organisations qui sont très stratifiées, il y en a d'autres qui sont vraiment légères, vont avoir des prérogatives différentes, ils vont avoir des outils différents. Tu sais, c'est pas one size fit all non plus. Puis ça, dans l'approche, on s'est mis à regarder à chaque fois pour utiliser 2 ou 3 strings d'innovation en AI, donc d'utiliser la technologie d'un Microsoft, d'un AWS, même d'externe. Là, on parlait de Palantir, on parle de Cohere au Canada. C'est des testés parce qu'elles ne sont pas tous capables des meilleurs résultats dans chaque secteur. Tu sais, quand tu veux régler de la bureautique, puis tout le monde roule sur Microsoft, prend du Copilot, on va arrêter le sujet 2 secondes, là, tu l'as déjà probablement payé. Mais si tu regardes à travailler sur de l'opérationnel, il y a des moyens bien plus légers. Puis là, tout le monde parle de GenAI puis d'Agentic, mais le ML existe encore. C'est pas obligé de tout le temps prendre la dernière saveur du moment. En fait, des fois, ça mène à de vraiment mauvais résultats. Donc, je pense que là, c'est de regarder qui veut faire quoi, mais de commencer par en bas. Ben, ça reste le bas de la pyramide, c'est celle qui va prendre la décision ultimement. Parce qu'on se fédère en tant qu'humain dans une organisation ou dans un groupe, la majorité va l'emporter la plupart du temps. Donc, on est dans un moment où est-ce que si tu commences pas par la priorité de la masse, ben, tu vas te planter, puis c'est donc du mauvais leadership que tu exécutes. Oui, absolument. Puis la masse aussi, qui est justement pour ton bottom-up, il faut aussi que tu puisses analyser le niveau de maturité de AI de ces personnes-là pour pouvoir adapter ton approche. Parce que puis d'une équipe à l'autre, au sein d'une organisation, là, ça va être différent. Là. Ton niveau de maturité de ton équipe IT par rapport à l'IA versus ton équipe qui sont sur la route dans des camions puis qui font du field service va être complètement différente. Donc ça veut dire que ton approche par rapport à l'IA qu'on veut implémenter doit absolument être différente, doit être adaptée. Puis même au sein d'une même équipe, au niveau des individus, elle doit être adaptée des fois aussi. Mais ça n'empêche pas d'avoir un cadre. Non, absolument, ça prend un cadre. De la gouvernance. Mais, ouais. Mais une fois que ça est en place, puis ça, c'est une chose, mais c'est de pas... Je reviens encore à bouillir l'océan. Oui. C'est d'être capable de revenir à des problématiques qui sont sur le playing field, puis d'être capable de les adresser, puis de les attacher avec la stratégie. Si c'est de rendre l'organisation profitable, ou plus profitable, parce qu'on sait que c'est un enjeu actuel, ben, trouver les problématiques qui vont avoir du levier sur lesquelles on va être capable de transiger puis d'arriver à ça. Mais pas penser, en fait, que dans chaque département, on va être capable d'avoir un cas d'utilisation, de les convertir en dans 6 mois. Puis, c'est un peu la pensée magique de l'IA présentement. On va être capable de tout faire avec de la donnée qui n'a pas été traitée ou qui n'a pas été manipulée. Puis, en dans 6 mois, ça n'arrivera pas. Puis l'autre affaire, on en parlait, on disait, quand il était question de boire notre propre champagne, on voulait utiliser l'IA pour se remplacer nous-mêmes en consultation. Mais il n'y a personne qui va perdre sa job parce qu'on déploie de l'IA chez nous. Non, l'autre réalité, c'est... c'est drôle, c'est ça, parce que moi, c'est quelque chose que je dis tout le temps à tous nos équipes. Travailler dans l'optique qu'on va se remplacer de nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que demain matin, je vais tout sacrer dehors. Au contraire, ça veut dire... Puis ça, c'est une pensée qui vient beaucoup de la gestion de produits. Se productifier, mais aussi... Puis peut-être que j'invente un terme qui n'est pas 100% productifier. Se productifier. Hashtag au minimum, c'est bon, ça le fait. Mais se productifier impose un mindset sur comment on travaille pour bâtir les choses. Bâtir quelque chose qui va résoudre une problématique. Donner du temps. En fait, se productifier, ce que c'est de travailler sur quelque chose qui apporte le plus de valeur possible. Donc, éliminer ce qui n'a pas de valeur. L'IA, ça va être son rôle de demain, c'est de nous augmenter. Fait que si on travaille pour se remplacer, ça veut dire qu'on s'augmente. Si on fait ça avec tous nos clients, toutes nos entreprises, là, on fait une application juste de l'IA. Puis au point que tu soulevais, puis je vais prêcher contre notre propre paroisse à quelque part, le département d'IT est probablement la pire place où commencer. Parce que, je suis d'accord. Non, mais c'est parce qu'on connaît tous les tenants aboutissements. Ça fait plein de fois qu'on y réfléchit. Non, mais 2 secondes. L'endroit où la technologie est encore magique, c'est dans la main des gens qui n'en font pas une vie puis un job, puis qui réfléchissent à ça en tout temps, puis qui voient tous les problèmes que ça peut occasionner. Je reviens à mon robot qui coupe des avocats, là. C'est ça, dans la vie des gens qui travaillent dans la cuisine, tout le monde le regarde tous les jours, puis ils ont probablement le goût de faire un high five parce qu'il vient de sauver le sort de leur vie. Ça, tu n'auras jamais ça dans un département de technologie. La technologie va être là pour aider l'adoption, pour être l'accélérateur,
et veiller à avoir des guardrails. Les opérations, chauffeurs de véhicules, des gens sur des chaînes de production, des gens qui contrôlent la santé et la sécurité, là, ça va faire une différence. Ça va être une différence qui est matérielle. Fait que quand on parle de commencer par le bottom-up, ben c'est à ça, je pense qu'à quelque part, vous voulez faire référence parce que c'est là que l'impact va vraiment changer des vies. Et non pas créer un autre cauchemar puis un autre bonhomme 7 heures dans le coin de la pièce de la personne en charge de la sécurité puis de la gouvernance des données, parce que je suis sûr qu'on va avoir des questions là-dessus tantôt. Parce que là, à quelque part, l'AI, ben, c'est la prochaine décision de l'humanité. Là. Il y a eu tellement de films là-dessus. Fait qu'en plus, les gens ont une préconception. Quoi, le jour où un ordinateur prend le contrôle, on va tous mourir. Mais il y a des gens qui vivent avec cette crainte-là au quotidien. La discussion éthique, la discussion sur la sécurité, la vie privée, etc., etc. Mais à quelque part, il faut se ramener à ça peut juste augmenter des êtres humains, pas en remplacer. Puis on parle avec beaucoup de compagnies, que ce soit des banques, des assureurs, personne n'a l'intention de remplacer personne. Il y a des économies à faire. Il y a la capacité de repositionner des ressources. T'sais, on parle de future of work ou de l'espace de travail moderne. Ça sonne très mal, mais ça reste le terme français. Mais là, il y a quelqu'un chez nous qui sait que j'ai fait un effort, OK? Parce que moi puis le franglais, c'est très fort. La réalité, c'est que l'espace de travail va changer. Elle est en train de changer. Donc là, il faut l'accepter puis il faut embarquer là-dedans. Et ça va juste permettre aux gens d'avoir plus de satisfaction par rapport à la plus grosse portion de leur semaine à part dormir que de travailler. Fait que moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut le ramener. On parle de gestion du changement, on parle avec des Chief People Officers. Il y a vraiment un mouvement à mettre en place qui peut être positif pour les organisations. À une époque où on sort d'une drôle de période pour l'humanité, là, c'est peut-être un moyen, puis il faut y réfléchir dans ce sens-là. Oui. Mais c'est pour ça que moi, tantôt, je disais, de pouvoir évaluer le degré de maturité, c'est vraiment là, la fondation de toute ton approche par la suite. Puis ça va aussi t'aider peut-être à déterminer ça devrait être quoi ton premier use case. Tu vas vouloir commencer avec l'équipe qui est peut-être la plus mature puis qui va pouvoir aller chercher de la valeur le plus rapidement possible puis qui va donner l'exemple pour toutes les autres équipes par la suite aussi. Preuve de valeur, Val. C'est pas un use case, c'est une preuve de valeur. OK, là. non seulement ça, puis sans s'enfarger dans les nomenclatures des preuves de valeur ou des preuves de concept. Oui, Ça pourrait être un podcast au complet. Hein? Oui. Ça, on va mettre dans la liste. Mais en dehors de ça, moi, ce que j'allais dire par rapport à ça que j'aime bien, en fait, c'est la notion d'adoption. Tu sais, on parle de gestion de changement puis d'adoption. Tu sais, dans bien des cas, on a le use case qui part d'en haut, puis on le pousse pour changer des lignes d'affaires, pour optimiser le travail qui est... Mettons, là. Mais au final, là, tu sais, je reviens aux avocats, là, puis moi, je suis encore flabbergasté de cet exemple-là. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on a mis le point sur quelque chose que les gens n'aimaient pas faire. Tu sais, demain matin, je te dis, je t'enlève ta tâche que tu aimes le moins faire pour que tu puisses te concentrer sur qu'est-ce que tu aimes le plus faire. C'est ça. Tu vas me dire non? Voyons. Non. Il n'y a personne qui va dire non à ça. Permets-moi de focusser, de plus faire ma feuille de temps, puis focusser juste sur ma tâche avec mon client. Je te signe. Ah non, mais c'est clair, je suis le premier. Ben, vous êtes le premier. Ben, je voulais rajouter Vous êtes les premiers parce que vous comprenez qu'est-ce que l'IA peut nous apporter, mais si on part vraiment de loin, puis que la personne voit l'IA comme une menace ou quoi que ce soit, c'est là où c'est important de l'avoir assessé, avoir le degré de maturité, puis adapter ton approche en fonction de ramener tout le monde au même niveau. Comme ça par le passé, il faut juste les voir. Tu sais, les guichets automatiques, ça a été la même chose. On pensait que les gens du comptoir étaient pour disparaître. Avec 20 ans, ils sont presque tous disparus. Ça dépend où, mais c'est un peu le même genre de transformation. Plus de 10 à midi, puis de 2 à 3, mais bref, c'est complexe. Ouais. Mais qu'est-ce que j'ajouterais peut-être aussi, c'est que, tu sais, justement, la personne qui fait dans son day-to-day des tâches répétitives, qui n'ont pas de valeur, qui remplit des champs, ou qui... Bon. Puis là, on lui amène un agent AI qui va pouvoir faire ces tâches-là, qui lui, là, ça va libérer l'employé pour commencer à faire des tâches vraiment à valeur ajoutée. Mais cette personne-là, là, justement, c'est son rôle puis ses responsabilités vont complètement changer. Ben là, on va faire une mention parce que les gens veulent parler, tu as dit use case, tout le monde veut parler de use case, nous, on aime ça parler de preuve de valeur, mais c'est parce que c'est réel, puis ça se fait sans déployer plus de stock. Non, puis le meilleur exemple, là, je vais faire un tribute à notre ami Luc Paquette, qui a quand même pris une tâche, celle d'une travailleuse psychosociale. Puis en dedans de 30 jours, on a réussi à doubler le nombre de patients que cette personne-là pouvait rencontrer. On a juste changé sa façon de travailler en utilisant les outils qu'elle amenait avec elle à chacun de ses rendez-vous.
Mais on est parti de quelqu'un qui voulait peut-être juste lâcher sa job parce qu'elle n'avait pas signé pour remplir des champs, mais pour aider des êtres humains. Ben, on a réussi à passer de titre 3. Je sais que ça... On a à un temps où on parle de la santé pas mal, là, qui voyait 3 patients semaine, maintenant on en voit 6. Mais si on déploie ça à travers tout le système, l'impact peut être tellement grand. Puis faire en sorte qu'il y a des gens qui vont vouloir continuer à opérer ce pourquoi ils ont étudié, plutôt que de se dire « ma vie est finie, ma vie est de la merde, ça me tente de juste tout sacrer ça par la fenêtre ». C'est ça aussi qui est possible grâce aux nouvelles technologies, mais les gens perdent ça de vue, puis là, après ça, on se met à faire des projets de 15 millions qui mènent nulle part. Ouais. Là, le temps file. Là, je cherche la régie. Il nous reste combien de temps? Là, on a pas mal atteint les fameux 30 minutes. OK, good. Donc là, je pense qu'on a reçu quand même beaucoup de questions. Je crois pas qu'on va pouvoir répondre à toutes ces questions-là dans 15 minutes. On va commencer avec la première, mais donc, si on vient pas à votre question, c'est certain là, qu'on va prendre le temps d'y répondre. On va vous contacter, puis... Chippy va répondre. il y a même une question qui demande « Pouvez-vous faire un workshop chez nous? » Ça, avec grand plaisir. Si vous avez des questions comme ça, absolument, ça va nous faire plaisir. Donc, on va commencer avec la première question, les gars. Comment conciliez-vous à la fois l'innovation, la responsabilité et l'aversion aux risques qui sont souvent présentes dans le secteur public? Qui a travaillé dans le secteur public? Toi, Marc? Moi, j'ai travaillé dans le secteur public. Oui. Ça a été une excellente expérience. Je vais en rester à ça. La réalité, c'est que ce n'est pas une question uniquement pour le secteur public. Non, actuellement, il y a beaucoup de discussions sur la gouvernance des données, la gestion de la vie privée, la gestion de la vie privée des enfants. Donc, n'importe quelle entreprise est en discussion ou aux prises avec ce défi-là, choisir un cadre de gouvernance, etc. Je pense que la première place où commencer, puis c'est le gouvernement canadien qui a lancé la balle. Puis Levio a embarqué d'ailleurs, petit placement Levio ici. On a aidé à rédiger le code d'éthique pour l'utilisation responsable de l'IA volontaire. Donc, la première place où les organisations devraient regarder, c'est sur le ministère de l'Innovation. Il y a un moyen de se donner des règles de base de gouvernance pour prendre des bonnes décisions. Puis l'humain est au centre de cette considération-là et tout part de la donnée. Parce qu'il y a de quoi qu'on dit souvent, no data, no AI, pas de données, pas d'IA. Oui, c'est ça. Ça sonne moins bien, là, mais quand même. C'est vrai. Je le fais dans les 2 langues maintenant, c'est pas pire. Mais la réalité, c'est que c'est de là que ça part. Puis il faut que les organisations soient sérieuses sur ça. Mais encore une fois, il ne faut pas essayer de faire bouillir l'océan. Parce que les entreprises ont plus de données que souvent elles ne le comprennent. Mais si tu essaies de tout gouverner d'un coup, tu en as pour à peu près 15 ans, ça va coûter beaucoup trop cher avec zéro output, fait que ça ne donne à rien d'aller là. Si tu utilises ton accélération vers l'IA pour choisir les données critiques, gouverner un plus petit nombre de données est beaucoup plus intelligent. Ça revient à manger la vache à coups de morceaux. Fait que c'est grosso merdo comment moi je vois cette réponse-là. Les gouvernements, honnêtement, ont pris une longueur d'avance parce qu'ils n'avaient pas le choix. Il fallait qu'ils donnent l'exemple, parce que toute la gestion de la vie privée part de là. Mais c'était l'affaire de tous. Là. C'est toutes les entreprises, peu importe la taille. On donne combien de fois notre numéro de carte de crédit, on achète à gauche, on achète à droite, on s'inscrit à une infolette. Tout le monde est dans cette nouvelle réalité-là. Fait qu'il faut que ça soit honnêtement géré. Mais au Canada, on a pris la décision de ne pas attendre qu'il y ait un cadre de gouvernance implanté mondialement. C'est le gouvernement canadien qui a mis ça de l'avant, puis ça va faire 2 ans maintenant. Donc, si les gens ne sont pas au courant, le ministère de l'Innovation.com. C'est le code de l'éthique de l'IA? C'est le code de l'éthique de l'usage volontaire de l'IA. OK, donc ça, en fait, tout le monde peut s'enregistrer. Lévio a signé ça en 2024, me semble. On a participé à la rédaction, puis on a signé ce moratoire-là. La réalité, c'est juste que le plus d'entreprises qui embarquent, le plus d'organisations qui embarquent, les organismes à but non lucratif inclus, plus on va être capable d'avoir une approche unifiée, au Canada du moins. Puis ça a une résonance parce que ça s'accote sur ce que fait le gouvernement européen à l'heure actuelle. Fait que je pense qu'on est en train, en termes d'humanité, de se doter d'un frame à suivre qui sera dedans et qui n'en sera pas. Oui, dans le fond, c'est quasiment une invitation. Oui, c'est une invitation à tous qui nous écoutent d'aller creuser ça, d'aller lire ce document-là, en fait, qui risque de donner beaucoup de bonnes pratiques. Puis absolument. C'est des pratiques simples. Parce que, on vient là, des affaires simples, c'est plus facile à implanter que des cadres trop complexes. Fait qu'on n'est pas dans des cadres de réglementation pour de la gestion d'actifs énergétiques ou autre. C'est accessible. Ça commande certains
certaines contraintes, mais pour le reste, ça se travaille bien. OK, super. On va passer à la prochaine question. Le temps file vraiment vite. Il faudrait quasiment s'en faire 2-3 des webinaires comme ça. Comment garantissez-vous la transparence et l'équité des modèles lorsque l'IA prend des décisions ayant un impact sur les clients? Ça sonne, Ça sonne comme un Antoine, ça. Oui, mais c'est après avoir bu un verre de champagne, Antoine répond. Ce que je dirais, puis je ramènerais ça à la notion de contexte, puis encore une fois, de repartir toujours plus petit. Je pense que quand on ramène ça à un plus petit indicateur, puis un plus petit contexte, on est capable de déployer rapidement, mais non seulement de fragmenter aussi avec qui on va travailler. Fait que d'avoir plus qu'un modèle, puis de pas aller seulement avec le modèle qui convient à l'équation, comme tu mentionnais tantôt, mais d'être ouvert à toutes les options possibles, ça va pallier à ce genre de problématique-là. Oui, puis pendant que je lis la prochaine question, on peut faire un segue, parce qu'il y a des endroits où est-ce que tout dépend des feeds de données, là. Fait que si on prend les industries de la construction, de la logistique et autres, là, manufacturiers, il y a beaucoup d'IoT, Internet of Things. C'est des sources incroyables, mais tu n'es pas obligé d'utiliser du Gen AI pour ça. Exact. Ben, ça revient à ce que tu disais au début. Est-ce qu'on va prendre du Gen AI pour aller dans du IoT? Il y a des modèles ML qui font encore très bien le travail pour faire ça. Donc, c'est encore une fois, de généraliser puis de vouloir bouillir l'océan, ce que ça fait pour ramener toutes nos expressions. Là, ça va bien, vas-y. Dans ce contexte-là, c'est qu'on utilise la même solution pour tous les problèmes, alors que dans un contexte d'intelligence artificielle, il y a une diversité tellement importante de modèles, il n'y a pas 1000 raisons pour ça, il y en a juste une, c'est qu'il y a des modèles qui vont répondre à certaines problématiques bien précises. Il faut s'assurer de faire les bons choix au niveau des modèles, au niveau des agents, au niveau de l'architecture qu'on va mettre en place. Il n'y en a pas une qui est pareille. On ne peut pas arriver et avoir une solution qui va répondre à ça. Non, puis tu sais, l'autre réalité, c'est qu'il faut qu'il y ait une réflexion sur l'optimisation financière de l'exercice. Parce que là, on a vécu VMware Broadcom. Il y a un jeu dangereux avec ça. Parce que pour faire de l'IA, ben, ça va te prendre un minimum de cloud computing. Le cloud, les coûts augmentent. Les gens cherchent encore à établir leur retour sur l'investissement. Il manquait une composante. Là, le cloud fait tout son sens avec l'IA, mais lequel? Parce qu'il y en a qui consomment plus que d'autres, il y en a qui vont à long terme coûter plus cher que d'autres. Donc, il y a toute cette réalité-là aussi qui rentre dans le... Puis on arrive à une époque aussi où on veut éviter, parce qu'on l'a vécu par le passé, le vendor lock-in, où on va être pris avec une solution, puis on pourra plus s'en sortir. Là. Je pense qu'on arrive à l'étape où on a justement l'indépendance des solutions. On est capable de faire du multi-cloud, on est capable d'avoir du multi-agent, on est capable d'avoir ces architectures-là qui font qu'on est 100% flexible face à n'importe quelle problématique qu'on veut fixer, puis ça va être l'approche à préconiser. Oui, c'est ça qui est scalable, en fait. Là. 100%. Ah, oui. En fait, c'est de travailler en scalability. Là, exact. Il faut garder ça en tête tout le temps. Mais la réalité, c'est que les gens le perdent de vue, puis la game a changé. Il y a tellement de dépenses en tech de 2020 à 2025. J'ai pas dit le mot qu'on n'a pas le droit de dire. Mais la réalité, c'est que là, les CFO veulent avoir un calcul plus intelligent sur le ratio coût-bénéfice. Fait qu'il faut que ça fasse partie de l'exercice parce que sinon, ben, tu te ramasses à l'article de Fortune puis d'MIT à du monde qui ont dépensé une fortune en 3 ans puis qui n'ont absolument pas de résultat. Pire, ça va coûter plus cher dans le temps. Fait que tu creuses ton déficit. Fait que ton idée brillante, qui est venue d'en haut, vient littéralement d'imploser. Fait que là, c'est là-dessus qu'il faut changer un petit peu. Ton projet pilote, il reste pris dans le laboratoire. Puis il reste un pilote. Exactement. Un pilote bien cher. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que ça fait un beau segue sur la prochaine parce que ça va continuer dans le même sujet. Je pense qu'on va même passer à l'autre d'après. Ben, en fait, moi, j'aimerais ça vous entendre quand même parce que là, cette question-là, ça dit quels cas d'usage qui sont faciles à mettre en œuvre, est-ce que vous avez observé? Mais moi, j'aimerais tweaker la question peut-être plus pour, justement, quels sont les différents facteurs à garder en tête tout le temps pour bien identifier le use case. T'sais. Si on avait une to-do list, là, moi, je vais en ajouter un premier. Moi, je vais rajouter l'équipe. Okay? Ça, c'est mon petit côté. C'est avec mes lunettes de change management là, puis de maturité d'IA. Là. C'est certain que quand tu choisis ton use case, tu veux t'assurer que l'équipe qui va être impliquée dans ce use case-là est prête à passer à l'action puis d'une maturité suffisante pour bouger rapidement. Ensuite, il y aurait quoi? Il y aurait la donnée, en fait, mais je resterais sur l'équipe, mais je rapporterais aussi la proximité au problème. Exact, on parle de supply chain, on parle de IoT dans le manufacturier,
Mais si on élabore cette solution-là d'intelligence artificielle sans rapprocher le milieu métier, c'est un échec assuré. Exact. Non. C'est Exact. sûr et certain. C'est ça. Fait que ça va plus loin que l'équipe en tant que telle. Oui, puis on ne rentrera pas dans le volet technique d'un point de vue architecture, mais OK, oui, la donnée, oui, l'environnement, on-prem, cloud, avoir la bonne architecture, mais l'équipe va être le point, le point central, Ouais. ou en fait le point de faille même de tous ces projets-là. Parce que c'est eux qui vont le livrer, c'est eux qui vont s'assurer d'avoir la bonne adoption, puis de l'amener à l'échelle ensuite de ça. L'équipe, c'est le pivot. Faut que ça vienne d'eux. Il faut qu'ils aient collaboré pour le trouver, le fameux use case, dans le fond. Puis moi, étant la pire personne pour dire ça, mais mettre du poivre de Cayenne dans ton équation, il faut se limiter ses objectifs. T'sais, actuellement, tout le monde voulait du 400%. On voit tout plein de gros chiffres. Fois 2, enough. Fait que, tu sais, 2 fois plus d'upsell, 50% de réduction de coûts. Si tu atteins ça, considère que tu as C'est réussi. déjà bon, Scale, cours pas après l'autre 10%, puis peut-être le 20% de plus, puis c'est là que le monde s'en fâche, puis là, les coûts partent en vrille, puis il n'y a plus personne qui a le contrôle. Fait que plutôt... Combien t'as dit? 2? 2. 2. Okay. 2 fois 2, c'est là que je fais du placement de produits. Dans nos Si preuves tu de veux, valeur, oui. c'est Absolument. 2-3 critères de succès. Bon, ben voilà. Bon. Qu'on peut calculer. Il faut peut pouvoir le mesurer. mesurer. Il faut le ben oui, mesurer. ça, Il c'est faut être sûr. capable de mesurer le outcome positif. Mais c'est 2-3, toujours. Pas plus. J'en ai vu. Je veux dire, on arrive de l'époque des dashboards de KPI à 100. Mais tu sais, si on veut... Le dashboard en caractère 6, Oui. là, où est-ce que tu vois plus rien? Oui. Il Il faut le garder simple. Ouais. C'est des écrans Bloomberg, là, mais tu sais, là, c'est 2 ou 3 critères pour le prouver, pour le mesurer. Puis ensuite de ça, on peut apporter ça à répétition dans d'autres contextes. Oui, mais tu sais, ça revient à l'expression de l'e-cloud, là, c'est simple, beautiful, fun. T'sais, si on est capable d'aller là, les gens vont embarquer. Puis on revient à l'adoption, it's about people. Après ça, la tech fait ce qu'elle a toujours fait. T'sais, on parlait d'exemple, puis en dehors de mon robot qui coupe des avocats, mais l'arrivée du BlackBerry, pour ceux qui s'en rappellent, l'entrée d'Internet, l'AI est juste un autre chapitre. C'est pas une fin en soi. Il n'y a rien qui a été une fin en soi. Bon, on n'utilise plus le boulier depuis Excel, mais bon, ça a été un gros changement dans l'histoire de l'informatique. Mais passer ça, on est juste en train de s'adapter encore une fois. Fait qu'il faut le garder, je pense, plus simple que plus compliqué. On passe à la prochaine question, ouais, les gars. Ouais. Comment maintenez-vous une bonne vélocité sans générer de dette technique lors de l'intégration de l'IA dans les produits? Je l'ai parlé un peu, mais là, j'ai C'est une envie bonne de sauter dans le sujet de l'art, tout ce qui est vibe coding. Là. Tu sais, ça, c'est un des OK, peux-tu expliquer c'est quoi le vibe coding? Je suis pas sûre que tout le monde sait c'est quoi. Ben, C'est du code en dansant. Oui, c'est ça. Pardon. Tu mets une bonne musique pendant que tu codes. Vibe coding. Mais, non, mais littéralement, c'est ça. Tu sais, en fait, c'est d'être capable de s'augmenter. Encore une fois, c'est s'augmenter avec des agents. Il y a des plateformes qui le font ça. Ou que ce soit... En fait, d'où la notion de dette technique, parce que présentement... Tout le monde et n'importe qui peut coder. Littéralement, là. Je suis en train d'apprendre à ma fille de 6 ans à coder avec ces plateformes-là parce qu'on est capable de... N'importe qui de le faire. Mais ce que ça fait, c'est aussi l'inverse. C'est aussi pervers qu'avantageux. Fait que, si un ingénieur de formation est capable de vibe coder, est capable d'augmenter, il va s'accélérer. Mais l'inverse est aussi vrai. Quelqu'un qui n'est pas ingénieur de formation ou qui n'a pas codé toute sa vie va nécessairement créer un peu de dette technique. Là. Ça va de soi. Donc, de le faire dans un environnement qui est encadré, qui a une structure ou je reviens à l'équipe tantôt, on est capable d'avoir des ingénieurs de pointe avec des ingénieurs un peu plus juniors ou des développeurs qui ont plus ou moins d'expérience. Vibe coder prend tout son sens parce que oui, demain matin, on peut viser à avoir un 40 à 50% de code qui est généré par l'intelligence artificielle, mais si on n'a pas les bons paramètres en place pour faire le code, le code review ou les tests fonctionnels, ou les ingénieurs pour être capables de s'assurer que les paramètres sont en place, on va l'échapper, c'est sûr et certain. On revient à la même problématique de dire oui, on s'accélère, c'est un autre use case. Non, puis, on va l'accélérer, mais on va l'échapper. Il va y avoir de la dette qui va être générée. on l'a vu quand même beaucoup, puis il y a des gens qui ont fait des acquisitions hâtives dans le but de l'AI. Beaucoup de plateformes, tu en parlais tantôt. C'est de travailler avec ce que tu as, puis ce qui t'est accessible. Déjà, tu t'évites de continuer à te pelleter une dette, parce que la nouvelle plateforme ou l'affaire de plus, l'autre guidie, inévitablement, elle va te générer une dette.
Fait que là, c'est à quelque part aussi de calmer les ardeurs des gens plus techniques, des geeks. On en a plein ici aujourd'hui, là, mais c'est pas le point. Là. Mais tu sais, à quelque part de se dire, on part-tu avec ce qu'on a, plutôt que se dire, non, on va te faire un souper 7 services avec du stock que j'ai jamais cuisiné, mais c'est sûr que ça va bien aller. Non, keep it simple, stupid, puis de démilitariser les essais avec l'IA, je pense que c'est là que tu as le plus de gains à faire. Oui, absolument. Ben, en fait, c'est de le permettre, mais de le structurer. Tu sais, que ce soit, peu importe c'est quoi la plateforme, puis il y en a des dizaines, il y en a des nouvelles qui arrivent à chaque semaine. Mais c'est le cas de dire, on va l'encadrer, on va l'utiliser. Parce qu'il faut l'utiliser. Si vous ne l'utilisez pas aujourd'hui, le vibe coding va vous rattraper, c'est inévitable. Mais comment l'encadrer et comment le structurer, ça va être là le point clé pour pas justement générer de la dette technique qui va prendre pas mal plus de temps à fixer que ça a pris pour la créer. Ça, c'est sûr. On a tout le temps pour Adèle, merci pour les questions, elles sont super bonnes. Ben oui, c'est vraiment bonne question. Ben, je pense que oui. Est-ce qu'on a le temps pour d'autres questions? On n'a pas le temps pour d'autres questions? Ah, bon, ben, c'est terminé. Je suis quasiment triste à passer. On va en faire un autre, je suis sûr, qui va nous permettre. On n'a rien dit d'absurde. Bref. Non. C'est ça. Je ne crois pas. Mais comme vous pouvez voir, on est vraiment des personnes passionnées. Là, vous voyez nous trois aujourd'hui, mais on est toute une équipe tout aussi passionnée chez Lévio avec le sujet de l'IA. Si vous voulez poursuivre la discussion avec nous, il y a 2 manières de le faire. La première, ben là, déjà, si vous avez laissé votre question dans le chat, nous, on va vous rejoindre pour répondre à cette question-là, poursuivre la conversation avec nous. Donc, si ce n'est pas fait encore, vous voulez poursuivre la conversation, n'hésitez pas à écrire dès maintenant dans le chat. Une autre manière aussi de poursuivre la discussion, ça va être de venir nous rencontrer à l'événement All-In qui va avoir lieu à Montréal les 24 et 25 septembre prochains. Donc, Lévio va avoir un booth, ça va être le booth numéro 11, puis je pense que c'est un des plus gros booths qu'il va y avoir. C'est parce qu'on a des ambitions de grandeur en IA, donc on fait tout plus large. Oui. Puis là, je vais me permettre pour en mettre, Lévio a quand même pris la décision de pivoter 2000 employés pour être tous des pratiquants de l'IA certifiés ou AI practitioners, que ce soit nos business analysts jusqu'à des développeurs, des architectes. C'est un gros mouvement dans lequel Lévio est en train de se placer, puis le kick-off, c'est effectivement à All-In, 23, 24, 25. Les 24 et 25 Oui, mais il y a une soirée super importante, le 23, pour faire une levée de fonds pour le musée naval. Oui. Fait que si vous n'avez pas de quoi faire le 23, trouvez des billets, venez faire un don. Ça va propulser le Vieux-Port de Montréal. Soit dit en passant. Absolument, on va être là également. Donc, merci à tous de vous être joints à nous. On a beaucoup apprécié notre moment, je pense, puis d'après moi, on va le refaire, n'est-ce pas? Yes. Merci beaucoup à tous. Bonne fin de journée.